Euh, c'est intéressant, hein, We Are the Champions, bien sûr. Écoutez, comment ne pas célébrer la victoire du Paris Saint-Germain, comment ne pas être heureux que le club de la capitale remporte cette Coupe des Champions qui n'avait pas été remportée par une équipe française depuis, je rappelle, 1993, l'OM qui avait battu Milan à Munich. Effectivement, c'était déjà Munich et c'était déjà Milan. 1993. J'y étais, mais ça c'est une autre histoire, on en parlera peut-être. Mais en même temps, alors, comment c'est célébrer la fête? Alors là, il y a quand même un petit problème. Quand je dis un petit problème, c'est évidemment une litote, parce que voilà ce que nous avons entendu, et notamment, cette ambiance sur les champs. Écoutez. Et il n'y avait pas qu'à Paris que ça se passait. À Paris, à Marseille, à Grenoble, Bordeaux et Dax, Chalon-sur-Saône aussi, on en parlera avec Gilles Platré, le maire. Une ambulance prise pour cible sur le périphérique, un pompier frappé, un policier plongé dans le coma après avoir reçu un mortier dans le visage, un policier blessé à l'œil par un morceau de verre, trois morts, un poignardé à Dax parce qu'il avait refusé de donner sa casquette, mais là c'est devenu quotidien, et 2 renversés par une voiture à Paris, un supporter écrasé en 2 voitures à Paris, une famille renversée à Grenoble, des femmes agressées sexuellement, des magasins détruits et pillés. Alors là, vous avez vu tous les images, les Foot Locker, Chanel et compagnie, on y va, voilà, les salons, tout ça. Des drapeaux d'ailleurs, assez peu de drapeaux français, mais pas mal de drapeaux marocains, algériens, palestiniens, déployés partout. Et puis des gens juchés sur la statue de Jeanne d'Arc, rue des Pyramides, etc., etc. Alors on dit quoi? Et on dit, écoutez, on a entendu ceci de la part du préfet de police de Paris, du préfet de Paris, Laurent Nunez. Voici ce que disait Laurent Nunez, écoutez. Non, c'est ni une réussite ni un échec. C'est pas, je qualifierais pas ça de réussite, puisqu'on s'était quand même fixé comme objectif qu'il n'y ait pas de dégradation de commerce. Alors, il y en a eu 4, je vous l'ai dit. On a eu aussi quelques feux de véhicules. Donc je vous ai dit 2 sur le secteur de la place de la Porte de Saint-Cloud. Il y en a eu quelques autres aux abords des champs, donc j'attends encore le décompte définitif, et puis le lien qui est fait ou pas avec les incidents. Donc voilà, on s'était donné, moi, ma mission, c'est celle que m'avait donné le ministre d'État, c'était d'éviter qu'il y ait des dégradations. Bon, il y en a eu quelques-unes, donc on ne peut pas parler d'une réussite évidemment. Après, on ne peut pas parler non plus d'un échec. Vous aviez des milliers de personnes qui sont venues pour commettre des exactions et qui, pour la plupart des cas, en ont été empêchés. Donc on en a marre de ces commentaires qui disent l'État ne fait rien, l'État ne peut rien, c'est pas vrai. On en a un cher Laurent Nunez, on a peut-être marre de ces commentaires, mais moi je voudrais savoir si on doit, de façon définitive, après tout peut-être, mais il faut nous le dire, vivre dans un pays où 24 heures et 48 heures et 3 jours avant une manifestation, on doit se barricader, les magasins doivent appeler des prestataires de services pour mettre des barricades partout, pour mettre des couvertures, des barricades, des palissades, etc. pour se protéger. Est-ce qu'on doit vivre dans un pays où de toute façon, toute manifestation ou presque devra être suivie par, attention, c'était pas des petites choses, un peu partout, on le sait. Donc vraiment la question est posée. Alors il y a eu l'intermède magnifique, angélique sidérale des Jeux Olympiques, et on s'arrête là. Et après, qu'est-ce qui reprend son cours? Et pourquoi j'en parle? Parce que il y a eu un youtubeur, un tweetos, quelqu'un, Ben, il a parlé de cela, il a parlé du fait que, effectivement, le président de la République Emmanuel Macron a salué, et à juste titre, la victoire du Paris Saint-Germain en disant « Champion, mon frère », avant de recevoir Nasser El Khelaifi, le président du PSG. Écoutez ce que disait Ben, écoutez bien. « Champion, mon frère !» Champion, mon frère! Attention les chaises!
Des tentatives de pillage ou pillage de boutiques, des affrontements avec les forces de l'ordre ou encore en fin de nuit des pompiers qui ont été pris pour cible, notamment à côté de la Tour Eiffel. Des boutiques saccagées, des flics en galère, des pompiers agressés. Et monsieur veut avoir le même langage que ces sauvages. Alors que moi, je dise mon frère, je suis pas président de la République, j'ai envie de vous dire, mais qu'Emmanuel Macron, président de la République, n'a pas un mot pour les policiers. Et que son dernier tweet, c'est « Champion, mon frère, t'es président de la République, t'as lâché les flics, t'as lâché les pompiers, et en fait, tu te dis président de la racaille, en fait. » Alors, tu te dis président de la racaille, bon, évidemment, il faut tout excès n'est pas bon et peut-être insignifiant. Peut-être qu'Emmanuel Macron ne savait pas à l'heure où il disait champion mon frère ce qui allait se passer. Bon, après on peut discuter du vocabulaire, mais quand même quelque chose qui est là. Il dit justement ce qui s'est passé. Rudy Mana, bonjour. Bonjour André Berkoff. Bonjour, vous êtes porte-parole de l'amicale de la police nationale. Alors moi, la question vraiment que je me suis posée, je l'ai posée d'ailleurs à l'antenne, est-ce qu'il faudra désormais s'habituer à ce que toute manifestation, ou presque, soit précédée, un peu partout dans les villes de France et de Navarre, en tout cas dans plusieurs villes, d'une véritable protection absolument de tous les niveaux. Et je rappelle quelque chose, vous savez, parce que ça, on a suggéré, on s'est rappelé des gilets jaunes, et ce qui s'est passé au moment des gilets jaunes, ça l'avait évidemment strictement rien à voir avec ce qui s'est passé hier. On passe par exemple, on dit oui, vous savez, les zones à forte émission, il faudra, et d'ailleurs ce sera aussi le job de la police et des autres, de verbaliser. On parle des cigarettes, vous voyez, etc. Pas de cigarettes dans l'état public, on va poursuivre les gens qui seront au bord de la plage, etc. Comparaison n'est pas raison, mais Rudy Mana, quand même, là il se passe quelque chose, c'est pas la gravité, il y a eu des choses peut-être plus grandes, mais moi je me rappelle simplement que j'étais à Marseille quand je suis rentré de Marseille avec Bernard Tapie dans l'avion en 93, c'était Marseille, ça a été tout Marseille dehors en 24 heures, il y a peut-être eu quelques petites choses, mais rien. Et puis vous savez mieux que moi ce qui s'est passé en 98 aussi, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Comment on en est arrivé là, et surtout en tant que policier, qu'est-ce qui se passe? On doit s'habituer à ça dorénavant? Écoutez, je vais vous répondre de manière très pragmatique. Oui, il va falloir s'habituer à ça. Je rappelle quand même que le dispositif était absolument gigantesque. Il y avait 5400 policiers. Vraiment, tout avait été très bien préparé. Sauf que, effectivement, on a eu affaire à des hordes d'individus, parce que, pardon d'employer ce mot-là, mais oui, quand on a affaire à des individus comme ça qui arrivent uniquement pour piller, pour dégrader et pour agresser des personnes, des policiers ou des pompiers, j'appelle ça une horde sauvage. Et on a eu affaire à des hordes sauvages qui arrivaient par plusieurs dizaines et qui arrivaient de tous les côtés et de toute la banlieue. Et là, bien évidemment, je vous assure qu'on a vraiment particulièrement limité la casse. Vraiment, on a limité la casse, ça, parce que si le dispositif avait été beaucoup plus léger, André Berkoff, oui, je vous assure que Paris aurait été à feu et à sang. Ça, c'est une réalité absolue. Donc, le travail des policiers a été remarquable. Et permettez-moi, sur votre antenne, de penser à ce policier, Gaël, ce policier qui était à Coutances en renfort, qui était de la brigade canine de Rennes, qui est encore dans le coma aujourd'hui, qui a été plongé dans le coma parce qu'il a reçu un mortier d'artifice pleine tête par une espèce de débile profond qui a tiré sur un policier à tir tendu, pleine tête. Et je pense à Gaël, je pense aussi à son épouse qu'on a contacté ce matin avec l'amicale de la police. Vraiment, je leur apporte tout mon soutien parce qu'ils le méritent. Donc, est-ce qu'il faut s'habituer à ça? J'ai bien peur que dans ce pays qui est complètement fracturé, on a une France complètement divisée en deux. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu les images ce matin, aussi des policiers qui ont été acclamés par les supporters du PSG, des camions de policiers qui ont été acclamés aussi. Donc ça, c'est la France qui aime le foot, c'est notre France à nous. Oui, mais Rudy Mana, juste un mot. Vous avez commencé par quelque chose quand même, et vous le dites. Vous dites oui, il faut s'habituer à ça. Alors je comprends très bien qu'on n'avait pas le 10e des policiers qu'on a eu pendant les Jeux Olympiques, parce que tout le monde s'est réjoui, et à juste titre, que les Jeux Olympiques, tout est magnifique, tout s'est bien passé, etc. à Paris. Bon, on peut pas avoir évidemment 100 000 policiers en permanence partout. Mais il y a quelque chose quand même, c'est que on ne s'attendait pas, vous dites quand même, on ne s'attendait pas à ce que des hordes sauvages arrivent
arrive. Mais vous connaissez beaucoup mieux que moi le paysage français. Les hordes sauvages, malheureusement, elles existent depuis déjà, je ne dirais pas des décennies, mais déjà des années. Alors, il n'y a aucune prévention, il n'y a aucune manière de dire, attendez, on connaît la France, justement, ces deux France dont on parle. Est-ce qu'on peut pas au moins dire, attendez, avant qu'ils viennent, on va les empêcher d'arriver, ou c'est pas possible? Je vous pose la question. Je vous le dis de manière très claire, c'est pas possible, parce que le but du service d'ordre était de protéger les commerces parisiens, était aussi de protéger les supporters qui voulaient fêter dignement et avec joie la victoire de Paris. Notre priorité, elle est avant tout là. Vous imaginez si on devait se mettre à la sortie de toutes les cités de la région parisienne pour empêcher, d'ailleurs on n'aurait pas le droit légalement de le faire, hein, je vous le dis, parce que tout le monde a le droit de circuler librement en France, et ça serait absolument impossible. Donc là où on est en difficulté, là où on a été en difficulté, c'est effectivement par le nombre considérable de groupes, de groupes qui sont venus sur Paris pour casser. Et je vous assure que j'en ai parlé avec énormément de collègues qui étaient présents en région parisienne. Ils ont tous dit, mais personne n'était des supporters de Paris. Il n'y en avait pas un qui était supporter de Paris. Il y en avait très peu qui avaient vu le match. Ils savaient juste qu'il allait avoir des événements festifs pour fêter la victoire de Paris quand ils ont vu que le PSG menait 3-0 au bout de la 50e minute de jeu. Ils se sont dit, c'est maintenant qu'il faut qu'on descende, parce qu'avec le monde que ça va ramener dans les rues parisiennes, nous, on va pouvoir casser, piller, brûler, agresser. C'était ça la réalité. Et c'est très difficile d'anticiper ça. C'est très difficile de faire face à ça. Et je vous assure que tous les policiers, toutes les forces de l'ordre présents ont fait face à ça. Et avec beaucoup de bravoure, beaucoup de courage. Les collègues ont fini à 4h du matin. Hein, et ils avaient pris à 17h ou 18h. Tout à fait. Mais Rudy Mana, je n'en doute pas. Non, mais ce que vous dites, je n'en doute pas. Évidemment que les policiers ont fait leur travail et plus que leur travail. Ça, je crois que personne peut en douter. En tout cas, personne de bonne foi. Le problème, moi j'ai l'impression, mais je peux me tromper, mais dites-moi, est-ce que le problème n'est pas politique? Alors on peut pas parler politique, mais parlons un peu politique, je parle en général, hein. Gauche, droite confondu, c'est pas le problème de l'étiquette, mais est-ce que quand même, c'est-à-dire, moi ce qui me frappe, qui me choque, et je vous assure que je ne suis pas le seul, c'est de se dire aujourd'hui, donc demain, il va y avoir une finale, quoi que ce soit, etc., eh ben on va plus sortir les gars, non, là les jeunes, vous restez chez vous, regardez ça à la télévision, c'est-à-dire on entre dans un pays où effectivement il faudra rester chez soi chaque fois qu'il y aura une manifestation. Or, attendez, c'est pas ça, hein, la démocratie. C'est pas ça, la France. Et je ne parle pas seulement de la France. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, ou alors, oui, effectivement, on restera chez soi, on va confiner, on n'a plus besoin du Covid pour confiner. Rudy Mana, il y a quand même un problème, là. Ah oui, vous avez complètement raison. Et vous savez, nous, on est des citoyens lambda. Hein. On a envie que, moi, quand il y avait une victoire de l'OM, on a envie d'être dans les rues, en famille, avec les copains, pour fêter la victoire de l'Olympique de Marseille. Je comprends, moi, les Parisiens qui ont envie de fêter la victoire du Paris Saint-Germain. Et on est les premiers déçus vis-à-vis de ça, parce que vous savez, moi j'en ai fait plein des manifestations où il y avait, vous avez parlé tout à l'heure de 98, vous avez parlé de cette date de 93 à Marseille, on a eu 2 jours de festivités, c'était extraordinaire. Formidable, j'y étais, je me rappelle très bien, oui, tout à fait. Bien sûr, moi aussi j'y étais, c'était extraordinaire. Donc si vous voulez, 30 ans après, 35 ans après, on est arrivé à une France qui est tellement fracturée. Alors, au niveau politique, vous avez raison de dire qu'il y a une faute politique, parce que ça fait 40 ans qu'on les laisse faire, qu'on a une culture de l'excuse de ces jeunes-là, qu'on n'arrive pas à condamner des mineurs, parce que, croyez-moi que dans tous les individus qui étaient là avant-hier soir, il y avait énormément de mineurs. Il y a des collègues qui m'ont précisé qu'il y avait des jeunes qui avaient entre 13 et 18 ans. C'était incroyable le nombre de mineurs qu'il y avait. Donc bien sûr qu'on doit prendre le problème à bras-le-corps, la responsabilité des parents, peut-être que réfléchir à toutes les allocations qu'on donne à ces parents et qui ne respectent pas leurs devoirs en gardant les enfants à la maison plutôt que d'aller casser dans les rues. Peut-être qu'il faut aussi que les mineurs, je cherche le terme, la responsabilité pénale des mineurs, la justice des mineurs, la justice pénale soit engagée à partir de 16 ans. Peut-être qu'il faut qu'on évolue là-dessus, mais ça fait 30 ans qu'on en parle. Et en fait, il n'y a aucun politique qui a eu le courage de faire évoluer ça. Et c'est donc là la faute politique. C'est que ça fait 30 ans, malheureusement, ou 40 ans, qu'on ne bouge pas, qu'on laisse faire, qu'on a une culture de l'excuse et qu'on n'arrive pas à traiter avec force et à montrer l'autorité de l'État. Et aujourd'hui, l'autorité de l'État, elle est bafouée par des jeunes qui ne respectent plus ce pays, qui ne respectent plus le drapeau et qui ne respectent plus cette autorité de l'État parce que pour eux,
on est d'une faiblesse absolue. Voilà ce qui s'est passé samedi soir, voilà encore ce qui s'est passé hier soir, parce qu'il y a eu quand même 76 interpellations cette nuit encore à Paris. Tout à fait. On est devant cette difficulté, et tant qu'on ne restaurera pas cette autorité de l'État, on se retrouvera devant des phénomènes comme celui-là. Et croyez bien que les policiers, les pompiers, on est tous écœurés de voir ça. Parce que nous, on a envie que ça se passe bien. On a presque envie parfois de festoyer avec les gens qui sont dans la rue, qui sont heureux de nous voir. Tout à fait. Et on a envie juste de protéger la veuve et l'orphelin. C'est pour ça qu'on est rentré dans la police. Oui, et il n'y a pas que la veuve et l'orphelin qui ont besoin de vous et qui ont besoin de politiques qui prennent le problème à bras-le-corps, comme vous l'avez dit. Merci Rudy Mana. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et évidemment, nous parlons toujours des événements de samedi, de dimanche, une très belle victoire, effectivement, 5-0. Mais en même temps, allez, on peut parler d'une défaite, et vous avez écouté ce qu'a dit Rudy Mana. Quand il vous dit, oui, écoutez, il faut mélanger, je ne sais pas quoi faire, c'est ça, on va peut-être se confiner tout le temps, on va peut-être ne rien pouvoir faire. Alors, je vais parler justement, vous allez parler à un politique. Gilles Platré, bonjour. Bonjour, André Berkov. Vous êtes, on est content de vous recevoir, vous êtes maire de Chalon-sur-Saône, et vous avez réagi très fortement, et d'abord, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé à Chalon-sur-Saône qui vous a fait réagir par un communiqué dont on va parler. Le schéma est assez identique à ce qu'on a pu voir dans d'autres villes de province. Je ne parle pas de la gravité des événements parisiens qui, eux, ont pris une ampleur extraordinaire. Mais en fait, on a vu d'abord un concert joyeux d'automobilistes qui klaxonnaient dans les rues. Très bien. Et ça, c'est tout à fait normal et c'est pas répréhensible. Bien au contraire, c'était bien sympathique. Mais immédiatement, dans l'heure qui a suivi, on a vu arriver des bandes, des quartiers de Chalon, convergeant à pied. Je confirme qu'il s'agissait bien essentiellement de mineurs, parce que c'est pas neutre dans l'affaire. C'est intéressant. Parce que de très jeunes majeurs, si vous voulez. Essentiellement de mineurs. Alors des mineurs, des ados ou de très très jeunes adultes, qui ont convergé vers le centre-ville avec une volonté, et une seule, casser du flic. C'est-à-dire que très rapidement, ils ont sorti des mortiers d'artifice, et ils ont pris des pavés, des projectiles, des bouteilles, tout ce qu'ils pouvaient trouver. Ils nous ont même cassé, vous savez, ce qu'on appelle les gabions, ces structures en cage métallique où on met des cailloux pour faire la circulation. Ils en ont cassé un, parce qu'il faut quand même être déterminé pour le faire, afin de prendre les pierres et de s'en servir comme projectile. Donc ça a duré de 23h, donc vous voyez, on était 1 heure à peu près après la fin du match, jusqu'à 2h30 du matin. Et au milieu de toute cette foule hargneuse qui vraiment avait la volonté d'en découdre, on a vu apparaître des drapeaux palestiniens, et notamment dans les mains d'un des mineurs qui a été ou des très jeunes majeurs qui a été d'ailleurs appréhendé après, et qui n'a pas simplement porté le drapeau autour de la taille ou autour du cou, mais qui l'a brandi comme un étendard, et qui s'est avancé avec la troupe derrière lui, d'émeutiers derrière lui, au devant de la police pour défier, pour entraîner les autres. Donc il y a eu une volonté, si vous voulez, de se servir de ce drapeau comme d'un étendard pour pousser à la violence contre les policiers. Donc il y a eu, les policiers étaient casqués, avec des renforts sont arrivés, les 2 polices nationales et municipales, la gendarmerie est même venue en renfort au cours de la nuit, et donc on a eu des poubelles brûlées, des containers arrachés. Quand même assez forte. Ah bah écoutez, quand vous avez vu ce pauvre policier qui est entre la vie et la mort à cause d'un mortier d'artifice qu'il a reçu dans le visage. Le vrai problème de ça, c'est que c'est un symbole de fête, mais quand vous le dirigez à l'horizontale, c'est un symbole de mort. Et donc il y a une volonté véritablement de cibler les forces de l'ordre, et par les jets de projectiles également. Donc ce sont véritablement, et moi je vais jusqu'au bout, je pense qu'on n'est plus simplement dans l'exploitation d'un phénomène de liesse pour essayer de casser. Je pense qu'on est dans une démarche véritablement politique, parce que ces jeunes étaient là avec un but, casser du flic, et donc s'attaquer aux institutions de la République et au maintien de l'ordre républicain. Donc pour moi, c'est une démarche qui est politique, et donc je ne suis pas surpris au milieu de cette démarche politique de voir apparaître le drapeau palestinien qui véritablement a servi de moteur dans ce qui s'est passé à Chalon dans la nuit de samedi à dimanche. Alors c'est étonnant, parce que alors vous êtes allé jusqu'à dire que dans votre ville de Chalon, vous interdisiez l'exhibition, en tout cas de montrer le drapeau palestinien. J'ai signé effectivement un arrêté qui dure pendant 3 mois, parce que je ne peux pas aller légalement au-delà, considérant que cet emblème a servi à l'émeute, et je le documente, si vous voulez, un arrêté, on ne le prend pas comme ça. Il faut qu'il y ait des considérants solides, sinon parce qu'il va très potentiellement être attaqué devant les tribunaux. Donc on a
vraiment argumenter l'arrêté. Il faut qu'il soit proportionnel au risque de trouble à l'ordre public. Or, il l'est à mes yeux. Et donc, comme ce symbole, cet emblème a servi de symbole à l'émeute, j'en interdis l'exploitation, l'exhibition, la démonstration sur l'espace public pendant 3 mois. Je ne peux pas aller au-delà encore une fois. Oui. Et donc, il est interdit à la vente parce qu'il ne peut pas être vendu sur les marchés, donc sur l'espace public. Il ne peut pas être brandi sur l'espace public. Il ne peut pas être affiché à des fenêtres ou des balcons visibles de l'espace public. Et ça pendant 3 mois. C'est une façon de casser cette dynamique et de simplement dire que force doit aller à la loi et qu'on ne laissera pas l'émeute gagner sur le terrain de Chalon-sur-Saône. Alors justement, mais Gilles Platré, mais pourquoi, justement, on pourrait vous dire, mais pourquoi le drapeau palestinien, bon, que quelqu'un, qu'un kidam, y compris, qu'on peut qualifier de tous les noms, effectivement, de barbare ou de racaille, bon, il y a le drapeau palestinien, mais pourquoi celui-là et pas d'autres drapeaux à ce moment-là? Parce que c'est celui qui a vraiment servi à l'émeute samedi à dimanche. Si vous voulez, la différence avec certains débats politiques nationaux, qui sont souvent très éloignés de la réalité du terrain, c'est que nous, les maires, on est béotiens, mais il faut qu'on le soit. C'est-à-dire qu'on a les pieds dans la glaise et on voit ce qui se passe. J'ai passé des heures à revisionner les images pour savoir exactement comment l'émeute, quel ressort elle arrivait à trouver. Et j'ai donc vu à quel point l'individu qui brandissait ce drapeau s'en est véritablement servi comme un signe de ralliement. Donc on peut penser ce qu'on veut de la cause palestinienne, de ce qui se passe à Gaza. Ça, c'est un autre sujet. Et c'est pas mon sujet. Moi, mon sujet, c'est pas d'occuper ce qui se passe à des milliers de kilomètres, mais ce qui se passe au pied de chez moi. Et pour les habitants de Chalon-sur-Saône. Donc on voit très bien que ce symbole aujourd'hui est dévoyé et qu'il devient un symbole d'agitation politique, y compris dans un milieu extrêmement violent, comme une émeute telle que celle que nous avons vécue samedi à dimanche. Donc vous dites, Gilles Platré, c'est intéressant, parce que vous dites, et vous l'avez dit en début de l'entretien, au fond, maintenant, ce n'est plus seulement, je dirais, racaille ou compagnie, c'est politique. Non mais, alors, il faut que, là aussi, on ouvre les yeux. Parce que j'entends bien, alors, à la fois les discours qui relativisent, en disant « Oh, c'était pas si grave, c'est pas plus grave qu'avant ». Vous savez, ça, je l'ai encore entendu ce matin sur certains de vos confrères. Cette façon de dire, finalement, allez, c'était gênant ce qu'on a vécu, mais finalement, il faut s'y habituer. C'est un petit peu, d'ailleurs, ce que j'ai cru entendre tout à l'heure avec assez d'étonnement. Non, faut pas s'habituer à ça. Mais ce qui est plus grave encore, André Berkoff, c'est pas simplement un goût de la violence. Je suis convaincu, et je l'étais, je l'ai dit d'ailleurs sur cette antenne au micro de Valérie Expert il y a quelques mois, je suis convaincu que des mouvements étrangers infiltrent la vie politique française, infiltrent les quartiers français, et par les réseaux en particulier, par un certain nombre d'influenceurs, sont capables de passer des commandes à des jeunes. Ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, ça n'est pas une juxtaposition de phénomènes isolés et indépendants les uns des autres. Il y avait une volonté manifeste de se saisir de cette occasion pour aller défier les institutions de la République. Ce sont quelles puissances? Eh bien, on les connaît. On a beaucoup parlé des frères musulmans il y a peu de temps là-dessus. On pourrait aussi parler, c'est là-dessus je travaille, de la République islamique d'Iran, qui part des relais, y compris chez nous en France, et parfois même dans des institutions qu'on ne peut même pas soupçonner, et on va produire un rapport dans quelques temps pour l'étayer, est capable d'agiter aujourd'hui des foules. Vous avez des preuves aujourd'hui? Mais oui, on travaille avec des journalistes, des grands reporters comme Emmanuel Razavi en particulier, Jean-Marie Montali, et des chercheurs, une douzaine de chercheurs, parce qu'on veut absolument documenter ça. Donc il faut arrêter d'être naïf. Il y a d'un côté l'affaiblissement de l'État, parce que c'est une réalité. On l'a dit, M. Mana a dit depuis 40 ans, c'est la déliquescence. Et hélas, je ne vois pas immédiatement l'issue, parce que je pense que le personnel politique a intégré le fait que ça allait durer encore longtemps. Oui. Alors qu'il faut au contraire même les policiers, comme je l'ai entendu. Alors pourtant, je vous garantis que sur le terrain, ils ont de la bravoure et qu'ils ne veulent pas, se laisser faire. Mais il n'en reste pas moins qu'à côté de l'affaiblissement de l'État, vous avez aussi des ingérences de puissance ou d'autorités non étatiques étrangères qui viennent créer de l'agitation chez nous. Et le drapeau palestinien, quelle que soit la valeur de la cause qu'on défende pour la Palestine, le drapeau palestinien devient le symbole de l'agitation, et en l'occurrence samedi soir de l'émeute à Chalon-sur-Saône. Donc c'est pour ça qu'il faut agir. Moi j'appelle vraiment les autres maires de France à suivre mon exemple. Bien sûr que nos arrêtés vont être contestés aux tribunaux administratifs, évidemment, mais ça s'appelle une bataille, et il faut la mener sur tous les plans, le plan politique comme le plan juridique. En tout cas, vous sentez ma détermination à aller jusqu'au bout. C'est clair, Gilles Platré. Justement, est-ce que nous avons Cédric au téléphone? Je suis là, bonjour André Berkoff. Oui, bonjour Cédric. Maire de Chalon. Bonjour. C'est une très chouette ville en plus. Merci. Je suis subjugué et je suis étonné que tout le monde se rende compte qu'aujourd'hui, que le côté footballistique, en fait, est pourri jusqu'à la moelle. J'ai juste un constat qui dit le football
est un sport de nobles pratiqué par des voyous. Le rugby est un sport de voyous pratiqué par des nobles. Oui, L'Europe, la Coupe de l'Europe a été gagnée par Bordeaux. J'ai entendu ce matin un de vos auditeurs également en parler. J'ai regardé la Coupe d'Europe. Je suis allé dans la ville parce que j'étais content que ce soit Bordeaux qui gagne. Il n'y a pas eu de débordement. Mais Cédric, juste une question. Est-ce que vous voulez quand même pas jeter le bébé football avec l'eau du bain racaille? Quand même, le football, c'est beau. Enfin, c'est vrai que alors dans les années 80-90, moi j'ai connu le football au niveau professionnel parce que mon papa y a joué pendant une période. Et effectivement, on s'est retrouvé avec des hooligans. On appelait ça des hooligans. Lorsque ça a tapé très fort en Angleterre et que ça a tapé très fort en France, ça s'est un peu estompé. Sauf que maintenant, il y a des groupuscules de banlieue qui s'amusent à trouver quelque chose à faire pour justement se rendre intéressant. Le football rend stupide, bête. Je vois le rugby, honnêtement, je suis un fan. Je comprends, Cédric. Je comprends. On va pas faire une discussion effectivement sur les mérites respectifs du football et du rugby. Il y aurait de quoi dire. Gilles Platré, quand même. Aujourd'hui, juste une dernière question. Parce que vous avez témoigné de façon très précise et lucide. Mais est-ce que, au fond, les politiques, vous êtes un politique aussi, vous êtes maire, mais c'est un politique. Au fond, qu'est-ce qu'on peut attendre des politiques, franchement? On devrait, et le peuple français en attend un sursaut. Mais ça veut dire concrètement je vais être peut-être un peu sévère, mais moi je ne vois pas aujourd'hui le visage du sursaut encore. Ni à droite, ni à gauche, ni aux extrêmes. Alors on pourra en discuter, mais je crois vraiment que... Alors je suis historien de formation. Notre pays a connu des périodes de déclin. Nous sommes en plein dedans. C'est incontestable. Et il y a toujours eu un moment où il y a eu... Appelez-la la providence, le hasard, la nécessité, le génie français, peu importe. Ou un certain général, entre autres. Alors le dernier en date était celui-ci. Mais on a eu un moment, collectivement, une confiance qui est retrouvée dans un personnage qui a pu l'incarner. Cherchons-le encore. Mais en tout état de cause... je crois qu'on aura du mal à le trouver dans ceux qui prétendent aujourd'hui. Je le dis avec beaucoup de sévérité, on pourra m'accuser de tout ce qu'on veut, mais pour sauver la France, parce qu'il s'agit de ça, est-ce qu'on veut la livrer à ces bandes organisées qui, si on continue à ne rien faire, se sentiront de plus en plus fortes, une France perméable aux influences étrangères qui agitent chez elles France, maison de passe et open bar. Non mais c'est vrai problème. Donc je pense qu'il y a un travail collectif de réflexion à faire. Peut-être que nous serons un certain nombre à le mener. En tout cas, ne croyez pas que la situation tombera du ciel. Elle devrait être construite par les Français eux-mêmes.